Oui, pour l'économique. Mais ils se rendent compte qu'ils ont laissé derrière eux beaucoup de choses. Ils sont nostalgiques de beaucoup de choses. Il y a un manque de. Et ce manque de là, généralement, il est culturel. Et c'est comme ça que les premiers promoteurs artistiques sont nés à Dakar. Robert Fall, par exemple. Robert Fall, beaucoup ne savent pas qu'il a été le premier à organiser on va dire des spectacles, pour ne pas dire des concerts. Et la population polaire du Nord, tous les week-ends, ils étaient très bien habillés pour aller assister à des fêtes au niveau de Fas, après c'est à Pékin, etc. C'est aussi ce sentiment d'appartenance qui a fait qu'on a retrouvé beaucoup de langues tout par exemple. Les gens se regroupaient par affinité territoriale. Langue Diola, Djaka Tukulor, Djaka Diola. S'il y avait cette envie de ne pas se lâcher et de s'accrocher à une chose. Mais à quel moment un ensemble de personnes qui vivent dans un même territoire, à quel moment ils sont communautés? À quel moment? Parce que quand on habite dans une zone où il n'y a rien, c'est en banlieue, il y a Samaklotou, c'est des habitations spontanées. Les Wolofs disent Fakdek. Je pense que récemment, il y a eu d'ailleurs ce phénomène dans une cité où les gens sont partis et ils sont venus habiter parce que c'est une cité qui a été construite depuis longtemps. Ils ont vu qu'il n'y a personne qui est allé habiter là. Et ils sont levés, ils sont allés occuper les espaces. Donc, l'État a dit que non, 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 ça ne marche plus comme ça. Les normes, les questions de normes, de tout ce dont on parlait hier, on leur a rappelé que non, ça ne marche plus comme ça. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, tu viens, on te dit, ben, tu peux habiter, tu peux faire ta maison à côté, tu n'as pas besoin de papier, tu n'as pas besoin de rien. Mais jusque-là, ils ne font pas communauté. C'est juste un rassemblement de personnes. À mon avis, un rassemblement de personnes commence à faire communauté dès l'instant qu'ils inventent eux-mêmes un ou des outils de prise en charge de leur bien-être. C'est en ce moment qu'ils commencent à faire communauté. Et on ne fera pas de l'anthropologie, mais les peuples connaissent bien ça. Quand tu es jeune, on te dit, je l'ai rappelé l'autre jour à un panel, on te dit, il y a le rien c'est le contenant. Mais après, Dieu t'a doté de pieds pour que tu bouges et de mains pour que tu crées du lien. La main, c'est dans l'activité, on en a parlé hier, c'est pour créer du lien. Dès l'instant qu'une communauté est dans cette logique-là, et elle n'a pas à attendre d'une quelconque autorité pour qu'on fasse pour elle. C'est elle-même qui doit se lever pour se prendre en charge. C'est en ce moment-là qu'on commence à faire communauté. Et c'est ça que J-Pop a fait, c'est ça que Africulture a fait, c'est ça que Foukenbook et son groupe essaient de faire, toute l'histoire qu'on nous a racontée autour de l'effort. Pour illustrer ça, je raconte deux expériences que j'ai vécues. C'était avec... parce que juste dans les années 90, le phénomène qu'on appelle aujourd'hui enfant de rue, officiellement, ça n'existait pas. C'est-à-dire l'État du Sénégal, dans la documentation officielle, il n'y avait pas ce phénomène enfant de rue. Il parlait plutôt des talibés, des jeunes maniants. Et nous, avec des amis artistes et un metteur en scène français qui était de Marseille, on s'est, comme naissent beaucoup de projets, c'est autour de discussions. On était abonné au Monde diplomatique, on s'est eu le CV, on lisait ça, on tombe sur un article qui disait que la fortune des 300 personnes les plus riches au monde est supérieure au produit national brut de tous les pays en voie de développement. C'est-à-dire quand tu es lucide, hein, tu n'as pas encore pris ni une bière, ni un joint, tu lis ça, tu t'arrêtes quoi. Tu te dis 300 personnes, ça tient dans un avion. Et on te dit, ces gens-là, leur fortune est supérieure à l'ensemble des revenus de tous les pays en voie de développement. C'est énorme. C'est énorme. Et ce jour, on a décidé de travailler sur ce que nous avons appelé la richesse de la pauvreté. Parce qu'ils nous considèrent, eux, nous, comme étant des pauvres.
Et on n'a pas trouvé plus pauvre qu'un enfant qui a 9 ans et qui vit dans la rue. Et on est parti de cette idée en tant qu'artiste. On va prendre cet enfant-là pour prouver au monde qu'il est riche. On a créé un collectif qui s'appelle Man Kenenki, qui signifie je suis parce que tu es, ou tu es parce que je suis, c'est le Ubuntu sud-africain. On a rencontré 12 jeunes, une bande qui vivait dans la rue, entre le Maro Emile et le Maro Diaga, Ponti et tout. On a commencé à faire un travail de rencontre. Dans le collectif, il y avait des photographes, des metteurs en scène, des cinéastes, des peintres, des dramaturges, des écrivains. Je disais hier qu'on a été la première compagnie africaine à jouer au festival Île d'Avignon. Avignon en termes de création théâtrale. Nous, on a été les premiers. On a fait 2 fois de suite. On a été à la Villette pendant 1 mois en résidence. On a joué presque tous les soirs avec ces enfants-là. Avec eux, nous avons fait on a joué avec l'orchestre philharmonique de Bonn. Parce que nous, on était si vous voulez, dès le départ, on ne voulait pas faire des choses au rabais. On visait l'excellence. C'est-à-dire là où c'est le mieux. On se disait, avec ces gamins, il faut qu'on aille là où c'est l'excellence. Et je pense qu'on y est arrivé, parce que c'est arrivé quand on a exposé à Avignon, c'est le ministre, je ne sais plus qui était ministre français à l'époque, on a eu une grande presse, quoi. Tout le monde voulait visiter l'expo. Et on était dans des démarches très sélectives. C'est-à-dire, nous, notre spectacle, on disait, on ne prend pas plus de 100 personnes. On a osé aller jusque-là pour limiter le nombre de personnes qui visitent, qui regardent nos choses. Nos spectacles, on dit non, on ne prend pas plus de, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, pour montrer que oui, on peut venir de l'Afrique, mais être dans une telle excellence qu'on peut se décider de choisir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. On ne voulait pas mettre les enfants dans des ateliers pour apprendre des métiers. Non. Quand un enfant, ceux qui voulaient aller à l'école, on les amenait à l'école mariste. C'est l'une des écoles les plus chères et les plus huppées. On se débrouillait, on se battu. On a eu 2 enfants qui étaient là-bas. Ceux qui voulaient faire les 2, 3 qui voulaient faire du cinéma, l'on s'est retrouvé à France 2. Parce qu'il a tellement appris, il était excellent, il est là-bas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour dire que grâce à cette action artistique, pour revenir au sujet, art et liens sociaux, ces enfants, beaucoup d'entre eux n'étaient pas rentrés chez eux depuis 5, 6, 7, 8 ans. Parce qu'ils étaient marginalisés, ils n'étaient pas bien vus. Pour leur faire des visas, c'était très galère parce qu'il fallait leur trouver des papiers, etc. On s'est battu. Je me suis occupé personnellement de tous ces aspects-là. L'ambassade de France nous a beaucoup aidés parce qu'on avait des amis qui étaient là-bas, donc ça a facilité. Quand on a fait la Villette, il y a eu des échos. C'est Madame Mitterrand, Danielle Mitterrand, qui nous a promis de venir à Dakar. Il y a eu une visite officielle et Danielle Mitterrand est venue nous visiter à la Médina. On était dans une maison assez paumée à la Médina. Elle est venue, elle a passé, disons, 2 heures avec nous. Elle nous a mis en rapport avec avec la haute culture française, si je peux dire. Les mobiliers sur lesquels les enfants s'asseyaient et couchaient étaient dessinés par Jean Nouvel. Jean Nouvel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus grands architectes et designers au monde. C'est lui qui nous avait dessiné les lits où les enfants couchaient, les chaises où s'asseyaient. Arnaud Grimberg, je ne sais pas si vous connaissez. Arnaud Grimberg, c'était finalement notre pote, quoi. C'était vraiment notre ami, quoi. Elle venait régulièrement nous visiter à Dakar quand on allait en Europe. Elle était notre guide, quoi. Elle faisait le tour de Paris avec nous, elle nous amenait partout. Et, l'épouse de Yannick Noah. On avait réussi à prendre un enfant qui était dans la rue, qui dormait sur Ponty. De cet instant-là, on l'a amené dans des sphères assez énormes. Et ça, il n'y a qu'avec l'art qu'on a pu faire ça. On a édité un livre qui s'appelle L'Envers du jour, avec les éditions Leucher, une des maisons d'édition les
les plus prestigieuses en France. C'est un livre qui est costaud, constitué des textes, parce que de ces enfants-là, il y avait des auteurs, il y avait des artistes peintres, il y avait des cinéastes, il y avait des jeunes qui ont fait du cirque. Je dis jeunes, mais aujourd'hui, ils sont en train de faire tous carrière entre le Canada et la France, et l'Europe, l'Europe globalement. Certains sont en Italie, d'autres sont en Norvège, d'autres sont à Paris. Pour dire que c'est nul était là, on n'aurait pas pu faire ce travail-là. On n'aurait pas pu sortir ces enfants-là pas pour les, oui, j'ai failli dire pour les exposer, mais l'idée, c'était pas de les exposer, c'était de les mettre en lumière. De les mettre en lumière. La mise en lumière, c'est ce que j'ai vu à Guédiawaye, ce que J-Pop fait. De prendre un jeune qui doute, de le former, de l'outiller et de dire, il y a un soir où c'est toi. Les projecteurs s'allument, on met plein feu et c'est toi. Ça, c'est tellement important dans la vie d'une personne. D'avoir ce moment-là où on te dit, aujourd'hui, ce business, c'est ton jour. On le voit quand il y a des baptêmes, quand il y a des mariages. La mariée ou la maman du bébé, c'est son jour. Elle est sous les projecteurs. Ça, c'est important dans la vie d'une personne. Qu'on te dise, assis, tout le monde parle de toi, on remercie tes parents, on remercie ta famille. Je pense que l'art doit aller dans la création de liens. On ne peut pas avoir mieux que ça. Je me rappelle, le premier voyage qu'on a fait avec les enfants, quand on est rentré, ils sont tous retournés chez eux. Ils ont dit, père, je vais aller chez moi. Alors il y a 2 ans derrière, ils disaient, non, moi, avec ma famille, c'est fini. Ok. Mais on les forçait à rien. Nous, on était avec eux, c'était pas on faisait pas la police. Ceux qui fumaient des joints, on les encadrait. On pouvait pas parce que si tu leur dis tu fumes pas ici, ils vont aller fumer là. Donc aujourd'hui, je peux le dire, il y a ceux qui étaient dans le 15, dans le Guyan, on leur disait, vous pouvez tout faire, mais faites-le dans la maison. C'était pas ça d'or. L'école, on avait amené une école dans la maison. On avait recruté un professeur c'était obligatoire. Les médecins, on avait un cabinet médical dans la maison, ils étaient 12. Mais on savait qu'il fallait ce coup-là pour que ces enfants-là puissent se dire, mais tiens, il y a autre chose dans la vie que ce dans quoi nous sommes. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à... La première génération a dit, mais nous, on veut continuer ça. Parce que moi, j'avais plus l'énergie de faire ça. C'est prenant. Je pense que ceux qui sont dans ce champ-là peuvent en témoigner. Ça te prend beaucoup d'énergie. Ça t'épuise, ça t'use à la limite. J'ai écrit un petit livre que personne n'a lu, qui s'appelle Les coquillages de la mort. J'y raconte comment cette histoire-là, moi, m'a transformé, comment ça a changé ma vie en rencontrant ces jeunes, en faisant cette action artistique avec cet espace social, comment ça a bouleversé ma façon de voir les choses, comment ça a créé une ouverture d'esprit chez moi. Donc ces jeunes, quand ils ont dit on va retourner chez nous, allez-y. Pourquoi ils voulaient retourner chez eux? Parce qu'ils avaient des chaussures Nike qui coûtaient 50 ou 100 euros, je sais plus. Ils étaient beaux. Eux-mêmes, ils étaient fiers de comme ils étaient. Et ils sont tous retournés chez eux. Ils ont joué, ils ont gagné beaucoup d'argent. Nous, on gardait pas le sous, on le remettait. Mais quand ils sont partis une semaine, Bamboula, ils étaient la star du quartier. Tout le monde les connaissait. Évidemment, quand ils revenaient, il n'y avait plus de rang, il n'y avait plus de chaussures, il n'y avait plus de t-shirts. Ils ont tout donné pour cela jouer. Quoi. Mais c'était important pour eux qu'on les voit autrement. Parce que je pense que la création de ce lien social, quand on dit créer un lien, c'est qu'il y a une coupure, il y a une rupture. Et en faisant ce travail-là, on recrée ce lien et on donne à la personne une dignité. Parce que le hip-hop, c'est une culture de résilience, c'est une culture de solution. L'État est absent, le hip-hop se mobilise pour dire, vous n'avez pas les solutions. Nous pouvons les trouver et nous avons la solution. Et les solutions que nous proposons, nous, acteurs du hip-hop, sont très connectés.
à la vie sociale, au quotidien de chaque personne qui vit dans la communauté. Donc, c'est fondamentalement important. Il est question aujourd'hui de parler du renforcement du lien social. Quand on parle du lien social, de son renforcement aussi, ça veut dire quelque part, on a connu un accident dans la consolidation de ce lien social-là. C'est quel accident? Parce que nous avons été dépossédés de notre culture. Nous avons été dépossédés de nous-mêmes. Quand on nous dépossède de ce que nous sommes, on nous dépossède de ce qui fait notre substance. On nous dépossède de ce qui fait notre identité. Bu ñu dindee ci man li ma doon dootuma doon li ma doon keneen lay doon di wax waxu keneen di xalaat xalaatu keneen di sol yére keneen moo tax loolu nag ça ne vient pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle a une histoire. Ça a commencé avec l'esclavage. Nous sommes très concernés par l'esclavage quand on parle du hip-hop, parce que ce sont nos ancêtres qui ont été déportés dans les plantations de canne à sucre et qui sont amenés au Portugal, en France, en Espagne, aux États-Unis dans les plantations de canne à sucre pour travailler pour d'autres peuples, pour enrichir d'autres peuples, c'est-à-dire les autres peuples se sont enrichis sur les larmes et la souffrance d'hommes valides déportés ici. Ils sont Peuls, ils sont Diola, ils sont Mandinké, ils sont Sérères. Mais quand ces gens-là partaient, ils ne sont pas partis avec leurs troupeaux. Ils ne sont pas partis avec leurs vaches, leurs moutons. Mais ils sont partis avec leur culture. Et quand ils sont partis avec leur culture, ils ont eu la capacité, effectivement, de tropicaliser leur culture dans le contexte, dans l'espace géographique dans lequel ils sont, par obligation, ou bien où ils sont amenés de force. Mais cette culture nous est revenue chez le hip-hop. Il est parti en France, il est parti aux États-Unis. On est parti aux États-Unis, on est passé par la France. Le hip-hop refait le croquis du commerce triangulaire. On est parti d'ici pour aller aux États-Unis, pour faire la France, mais pour revenir ici. Donc finalement, c'est ça le parcours du hip-hop. On a été dépossédé de notre culture parce qu'effectivement, c'est pour effectivement nous pousser à réfléchir autrement, avec des idéologies, des concepts appelés libéralisme, socialisme, capitalisme, en fait, qu'on avait déjà, parce qu'on nous a importé des systèmes politiques qui ne correspondent pas avec notre architecture sociale, qui ne correspondent pas avec notre organisation sociale. Je prends un simple exemple. On dit, tu te réveilles à 8 heures pour aller au travail. Tu travailles de 8 heures à midi, tu as pause et tu reprends le travail à 15 heures et tu descends à 18 heures. Nous n'avons pas le même rapport au temps. Nous n'avons pas le même climat, donc nous ne pouvons pas avoir le même rapport au temps. Nous ne portons pas les mêmes habits parce qu'effectivement, il fait froid en France à cette période. Vous êtes obligé de porter des manteaux. Ici, on porte des faroumbam parce qu'effectivement, le faroumbam est inspiré de notre climat et de notre environnement géographique. Nos maisons en bambou sont inspirées en fonction de notre sociologie, mais en fonction de notre température climatique. Mais quand nous avons connu la colonisation est venue avec une idéologie, mais aussi un esprit commercial qui nous a dit, écoute, le travail c'est de 8 heures et à la fin du mois, tu es payé. Mais nous, autant on travaillait 3 mois, on cultivait, et après ces 3 mois, tous les 9 mois, nous sommes contents. Je vais voir Cap de Cesse pour manger du nyeleng.
et je vais voir Émile pour manger du printemps, il vient chez moi pour manger du niribuna et boire du lait. Et on ne voulait pas d'argent, on faisait le troc. Je suis cultivateur, je n'ai pas de vache. Tu es éleveur, tu as une vache. Nous avions des procédés qui nous permettent de nous connecter. Parce que celui qui n'a pas de vache et qui veut du mil, il est obligé de se connecter au cultivateur pour avoir du mil. Et le cultivateur est obligé de se connecter à l'éleveur parce qu'il a besoin d'une vache, il a besoin de la viande. Donc, obligatoirement, la connexion, elle est naturellement faite parce que c'est une relation d'interdépendance et de complémentarité. Ce qui veut dire qu'en fait, notre système, nous, d'organisation sociale était fait de sorte qu'effectivement, obligatoirement, chacun a besoin de l'autre. Mais heureusement que nous avons le hip-hop. Et grâce au hip-hop, nous avons aujourd'hui de très grands transformateurs que sont Matador avec Africulture urbaine, que sont Fukenkook avec Dalifort hip-hop, que sont Guédiawaye hip-hop, etc., etc., etc. Mais le hip-hop, c'est quoi? C'est un mouvement artistique et social. C'est un mouvement qui est né à partir d'une discrimination. On dit aux hommes noirs, à la communauté noire, vous n'avez pas le droit de fréquenter les mêmes boîtes de nuit que nous. Vous n'avez pas le droit d'être dans les mêmes bus que nous, de fréquenter les mêmes écoles que nous, parce que vous êtes noirs. Nous, on décide de créer le hip-hop pour créer notre propre espace d'expression. Pour pouvoir danser, nous avons créé le breakdance. Pour pouvoir nous exprimer en musique, nous avons créé le DJing. Pour pouvoir dire ce qui nous fait, ce qui nous rend heureux et ce qui nous fait mal, nous avons créé la poésie, le rap, rhythm and poetry. Et nous avons, grâce au knowledge, la connaissance, qui est pour nous un instrument de diffusion de la culture hip-hop, de promotion de la culture hip-hop, pour partager les valeurs. C'est quoi les valeurs du hip-hop? Même les autres organisations qui ne se réclament pas, qui ne sont pas de philosophie hip-hop, elles fonctionnent avec les slogans du hip-hop. Sinon, ces organisations allaient mourir, allaient être disloquées, allaient se disloquer elles-mêmes. Parce que le hip-hop, c'est quoi le slogan? Peace, love, unity and having fun. C'est la paix, l'amour, l'unité et la célébration. Et la célébration, parce que c'est dans la paix, l'amour et l'unité qu'on peut effectivement permettre de célébrer, de manifester notre joie. Donc, la religion chrétienne n'exclut pas le peace, love, unity and having fun. On retrouve ce slogan dans la religion chrétienne, on retrouve ce slogan dans la religion musulmane. Même avec les religions athées, païennes, on retrouve chez les Tchédos, on retrouve le peace, love, unity. Donc, c'est un concept transversal à tous les types d'organisations qui souhaitent bien vivre ou bien qui souhaitent être ensemble et dans la durée. Et à cela s'ajoute quoi? 3 principes. Le respect, le representing, c'est-à-dire représenter. Le representing, c'est quoi? C'est quel est mon lien avec ma communauté? Je représente qui et pourquoi? Pourquoi je n'ai pas été, pourtant je n'ai pas été mandaté par ce ghetto. Mais je m'auto-décrète mandataire du ghetto. On n'a pas voté pour Cap de Ceuse pour qu'il parte de Dalifort. Mais Cap de Ceuse est parti d'un constat. Celui qui est mandaté, qui a mandat du ghetto, pour le représenter à l'Assemblée, finalement, il va à l'Assemblée pour représenter son parti, alors que c'est Dalifort qui l'a élu. Malal, qui constate que dans son quartier de Wakinan, il y a les inondations, c'est pas à partir de ce constat que Malal a décidé de devenir un haut-parleur pour parler à ceux qui ne parlent pas. C'est pourquoi Daradji disait, en paraphrasant
Aimé Césaire, je suis la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Donc les hip-hopeurs, c'est des amplificateurs. Qu'ils soient des artistes du graffiti, qu'ils soient des rappeurs, qu'ils soient des conférenciers, qu'ils soient des DJ, c'est des amplificateurs de messages communautaires. Ils portent à un plus haut niveau, à un niveau beaucoup plus élevé, le message de la communauté. Bailay est un quartier anonyme, Dalifort est un quartier anonyme, Malal en 98, en commençant son rap, était un rappeur anonyme, inconnu. Cap de Ceux, Zundumu, aujourd'hui, était anonyme. Samba Pezi était un anonyme. Kerguida Kaolak était des anonymes. Dans un mouvement anonyme, le hip-hop. Donc, nous sommes la communauté des anonymes. Et en faisant partie de cette communauté des anonymes, nous avons fait ça. Faire du hip-hop, c'est s'éloigner du privilège. Parce que le privilège nous éloigne de la réalité. Faire du hip-hop, c'est assumer sa proximité avec la communauté. C'est comprendre les questions de la communauté et avoir la capacité de les porter. Parce que tout le monde n'est pas capable de porter les problèmes de la communauté. Comment nous portons les problèmes de la communauté? Par la diffusion de nos créations artistiques. Le hip-hopeur n'est pas celui qui prend le micro, qui est devant une assemblée pour dire « Oui, vous savez, nous sommes fatigués ». Non, il le rappe, s'il est rappeur. Il le peint, s'il est graffeur. Il le scratch, il le crache, s'il est DJ. Et il l'exprime corporellement s'il est danseur. Et il en discute s'il est un conférencier. C'est pourquoi le hip-hop est un discours artistique sur l'actualité. Donc c'est fondamentalement important que l'on comprenne qui nous sommes. Donc, nous sommes connectés avec la communauté. Nous savons que dans la communauté, il y a des communautés. Nous ne sommes pas tous de la même ethnie et de la même fraternité confrérique. Émile Tchao est un bon sérère qui mange du ngeleng et qui boit de l'alcool le soir. Oui. Moi, je suis un halpulaar qui prie et qui ne boit pas de l'alcool. Déjà, la société nous divise. Notre architecture sociétale nous divise parce que il peut arriver un moment où il réclame son appartenance ethnique parce que c'est important pour lui. Il peut arriver un moment où il doit réclamer son appartenance effectivement religieuse parce qu'il est catholique. Aujourd'hui, si Diomaye disait tous les catholiques ont les soirs du Sénégal, Émile va aller à une manifestation pour dire non. Mais ce qui nous unit, c'est ce mouvement qui traverse, qui transcende tous ces clivages. C'est le mouvement hip-hop. On retrouve le Diola, le Serer, le Halpulaar, le Mandjak, le catholique, tout le monde dans un même sac, qui réfléchissent ensemble, qui discutent ensemble au profit de qui? Pas au profit d'un chef. Les associations, les démembrements de partis politiques, ils travaillent pour le chef du parti. Parce qu'ils veulent le pouvoir demain. Émile, Cap de Ceux, DAF Hip Hop, ils travaillent pour la communauté. Ils ne veulent pas la mairie pourtant. Ils s'en fichent de la mairie. Ils n'ont pas de projet de conquête de la mairie. Ils ont un projet de structuration du quartier, d'amélioration des conditions de vie des populations du quartier au quotidien, mais par une proposition hip-hop. Et cette proposition, elle est philosophique. Deux parallèles entre la culture et les arts. En fait, la culture, c'est, on en a beaucoup parlé, c'est la colonne vertébrale de l'humanité, c'est ce qui distingue toutes les populations, enfin, même la plus petite famille, des gestes qu'on met en commun, ceux du quotidien, jusqu'à la manière dont on parle, on va utiliser certains vocabulaires, c'est ça qui fait la culture. En fait, la culture, c'est tous les gestes, les comportements, les usages, les règles
qui marquent un groupe, c'est les marqueurs d'un groupe, c'est ça la culture. Il y a une culture particulière ici qu'il n'y a pas dans un autre territoire. La culture, c'est un processus qui existe chez tous les êtres humains partout. Maintenant, on parle de culture et lien social dans un festival qui s'appelle Culture, Territoire et Société. Et je trouve que, je le redis, je trouve que les questions qui sont posées ici et la manière dont vous l'organisez tous ensemble, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Malal. En fait, on est en train de créer de la culture commune. Les gens vont repartir d'ici, vont avoir appris des choses. Moi, je vais repartir avec des nouveaux mots, des nouveaux concepts, des nouvelles idées. On va pas forcément être un groupe soudé, on va peut-être pas se revoir, mais on repartira chargé de quelque chose en commun. La culture, pour moi, c'est cet en commun-là. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que, en fait, pour moi, l'enjeu de la culture comme outil de lien social, c'est surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on a réussi à nous diviser. Alors, en pays, on a découpé des cartes. On m'a dit, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, toi, t'es français, toi, t'es machin, toi, t'es truc, toi, t'es bidule. On nous a divisé en langues. Après, on nous a divisé en partis politiques. Puis après, on nous a divisé en territoires et puis en sous-territoires. Où tu passes un carton, tu passes du 9-2 au 9-3 et du coup, naissent tout un tas de règles et de fantasmes parce qu'il faut qu'on se distingue. Parce qu'en fait, on a oublié de se rappeler qu'avant d'être une communauté du 9-3, du 7-8 ou du 9-2, on est une communauté humaine. Moi, je crois beaucoup au discours des médias, au discours capitaliste depuis les années 50, l'ère industrielle, 60-70. Je crois beaucoup dans le message des médias internationaux comme un levier de haine, de division et du coup de discrimination entre nous. Je prends l'exemple parce qu'il m'a frappé, parce que je connaissais pas bien cette histoire. Voilà, comment les Tutsis et les Hutus ont fini au Rwanda par le massacre de 1994, alors qu'au départ, c'était des communautés agricoles. C'est parce que la Belgique a réussi à faire rentrer dans l'inconscient collectif des populations que ces communautés agricoles n'étaient plus horizontales, mais verticales, et qu'en fonction du nom de la communauté, on avait plus ou moins de moyens, plus ou moins d'argent. Et donc, ceux à qui on a dit, attention, vous, du coup, vous êtes les pauvres, et eux, c'est les riches. On a créé des divisions, les pauvres ont voulu devenir les riches. Et en fait, attention à ne pas revenir à cette culture commune. Moi, je pense qu'il faut absolument la chercher, et qu'en fait, ces espaces-là, c'est ce que je voulais dire. Tu as dit à un moment donné, je l'ai noté, l'enjeu de la culture, c'est aussi celui des inventions communes pour lutter pour le bien-être commun. Ça, je le crois. Je pense qu'en fait, d'ailleurs, l'exemple de Dalifort est tout à fait exemplaire à ce titre-là. Aujourd'hui, il y a carrément jusque dans la langue, les canaros, les tenues vestimentaires, la façon de se checker que tu vois ici, que tu vois pas ailleurs. En fait, c'est aussi l'héritage par un certain nombre de gestes, de tout un tas de luttes qui ont été menées pour une population qui n'avait rien en commun, c'était une collection d'individus, et ils se sont battus pour un bien-être commun. Ce que je trouve fantastique dans l'art, en revanche, on dit, si c'est pas gratuit, c'est pas de l'art. Si vous faites un geste pour qu'il ait un but productiviste, utilitariste, en théorie, c'est plus de l'art. Je fais de la musique pour le plaisir, c'est de l'art. Je fais de la musique pour un mouvement social, c'est du social, c'est culturel. Donc, ce que je trouve merveilleux dans l'art, et c'est pour ça aussi qu'on parle de culture comme lien social, je pense que l'art a aussi de merveilleux que c'est l'artiste qui parle. Créer, c'est aller chercher dans un espace très intime au fond de soi. Il faut aller chercher de puiser dans sa ressource, et puis après, oser le sortir, le mettre en forme par la peinture, par la cuisine, par un geste, par la céramique, par le fait de tailler, mais on va chercher en soi une idée et hop, on la met ensemble. La création collective, parce que moi j'ai beaucoup d'aventures en équipe, j'aime travailler en équipe. Je crée beaucoup toute seule, j'écris toute seule, je répète toute seule, je chante toute seule, mais en fait mon vrai kiff, c'est d'être sur scène avec une équipe. Et la création artistique en équipe, elle a de ça de merveilleux qu'elle oblige à écouter au fond de soi. Mais je prends l'exemple de la musique. Si tu n'écoutes pas
le gars avec qui tu es en train de jouer, vous ne ferez pas de morceaux ensemble. Il faut s'écouter, tu es obligé. Tu es obligé d'être à l'écoute et donc dans la bienveillance. Et après, tu donnes un peu de toi et ensemble, on va faire un morceau. Et je trouve que l'énergie de l'art a quelque chose que n'a pas la culture commune, des usages, des comportements où on va essayer de lisser des choses pour répondre à des enjeux sociétaux. L'art a quelque chose de plus gratuit et donc de plus sensible et sans doute de plus nourrissant pour l'âme que bien d'autres formes de culture. Et je vais boucler la boucle. Collectivement, elles soudent. Moi, je sais que je dis souvent, en fait, moi, on construit beaucoup d'événements, on mène beaucoup d'actions artistiques. Moi, ce qui m'intéresse au moment où l'objet, il est sur scène, l'objet, s'il est sur scène, c'est que je le connais, on l'a éprouvé, on l'a vu en répétition, peut-être même des fois, on l'a acheté, on a participé à la création, il est là, et donc maintenant, il y a le public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le public. Et même quand tu n'es pas artiste, même quand tu n'es pas créatif, les endroits, les espaces que propose une scène de spectacle, là hier, on était tous ensemble. Moi, j'étais pas sur scène, hein, mais je suis repartie. J'ai kiffé ma race avec Dalifort, quoi. Et donc, je repars, je suis chargée d'un moment, je me suis sentie membre d'une communauté. Et en fait, je trouve que l'art a quelque chose de plus puissant que les autres démarches d'économie culturelle. Et c'est là où je trouve que le hip-hop a quelque chose de fantastique. Parce que le hip-hop, ici, c'est une réponse particulière au Sénégal. C'est un levier, c'est un outil, c'est un label particulier pour Dalifort. Mais je peux vous dire la même chose pour le terre-terre de Nanterre. Je peux vous dire la même chose pour le Blanc-Ménil, pour la cité du Vieux-Chêne à Clichy-sous-Bois, pour Aulnay-sous-Bois, pour le Franc-Moisin avec Sofiane El Péter au bord de 9-3. En fait, ce que je sais, c'est que le hip-hop, c'est une culture internationale. Et je ne crois pas, dans l'errance du monde actuel, où on nous fait croire qu'on est une communauté humaine parce qu'on a tous des langues, on a tous des tenues vestimentaires, des horaires, un rapport au temps qui est différent, des politiques publiques, des acteurs politiques, on commence à faire naître une culture hip-hop. Et c'est très rare, je crois, dans l'histoire humaine, d'avoir un outil qui transcende les frontières, qui transcende les langues, qui transcende toutes ces sous-divisions politiques qu'on a mis dans nos cerveaux et qui sont pour moi des croyances limitantes. Et je voudrais finir là-dessus. Moi, je voudrais prendre l'exemple de, comment il s'appelle, Miguel Sanchez, qui écrit les 4 accords Toltec. Je vous invite un jour à lire ce livre qui n'est pas hyper bien écrit, mais qui dit une chose très très juste, c'est que l'être humain, quand il naît, moi aujourd'hui, il y a tout un tas de repères qu'on m'a donnés pour penser, analyser, concevoir la société, la mienne française, celle de ma ville, celle de mon département, de ma région, qui influence même ma manière de voyager quand j'arrive ici. En fait, c'est des croyances. Personne ne m'oblige à prendre ça pour vrai. J'ai le droit, chacun a le droit de décider de déconstruire en totalité. Et je l'ai fait moi avec mes parents. Et j'aime mes parents plus que tout. Mais il a fallu que je déconstruise des choses parce qu'il y a des repères qui m'ont donné qui ne me convenaient pas. Qui ne convenaient pas à la personne que je suis aujourd'hui. Mes parents m'ont éduquée par rapport à la manière dont ils étaient éduqués dans les années 50. Persuadés de bien faire. Mais il faut déconstruire. Et on a le droit de déconstruire les choses. On a le droit de déconstruire ces sous-divisions qui nous mettent dans la tête. Et je pense que, oui, le hip-hop a ce pouvoir. Parce qu'il nous donne d'autres repères de lecture. Il nous donne un fil commun. Et je crois que c'est très rare. Et je pense qu'il faut absolument le tenir. Et c'est pas seulement pour la différence, je crois que c'est pour le monde en tant qu'artiste, parce que tout au début, ce qui m'a fait un peu voyager, pour revenir un peu en arrière, ce qui m'a fait voyager dans la migration, nous avons un groupe d'Arabes qui a été créé à Yeumbeul vers les années 2000. Donc en 2018, bon, on a sorti des albums, on a fait des concerts, etc. Mais bon, on a voulu toujours se sentir différent, parce que moi, au-delà d'être rappeur, je suis aussi musicien et bassiste également. Avec mon autre collègue, il est musicien, il est bassiste, non, il est guitariste, il est aussi claviste et il est chanteur. Donc nous sommes un peu dans cette dimension un peu multisectorielle de l'art vivant, du spectacle, n'est-ce pas, à partir du rap. Donc c'est même cette approche, ce mélange-là qui nous a permis à
un peu voyager pour dire qu'aujourd'hui, on doit conjuguer nos textes, nos écrits à cette réalité qui tue nos jeunes aujourd'hui, notamment la migration irrégulière. Donc, c'est suite à la célébration des 18 ans de carrière de notre groupe que nous avions créé une association dénommée Académie Banlieue Culture. Donc, pour un peu revenir à tout ce qui se dit aujourd'hui, Académie Banlieue Culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une banlieue en mouvement. Nous appartenons à une société qui, au fur et à mesure également aussi, a connu des mutations pour un peu revenir sur l'historique de nos sociétés. Parce que moi, je suis Alpulaar, on peut trouver des Sérères, on peut trouver des Joola dans nos communautés. Et cela est dû également aussi à une histoire de migration. C'est-à-dire que tout au début des années 1970, avec la sécheresse, etc., les gens ils ont quitté les villages pour venir dans les villes. Parce que dans les villages, bon, ça ne marchait pas bien. Donc, ce qui a créé beaucoup de quartiers aujourd'hui que nous voyons, comme Dalifort, comme Yeumbeul, comme Thiaroye, etc., à côté des quartiers qui étaient vraiment normalisés, à l'image de Pikine, Lotissé, etc. Donc, ces quartiers-là, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Je pense que ces quartiers-là, aujourd'hui, ont donné naissance à cette culture urbaine. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de culture urbaine, c'est parce qu'il y a différentes cultures, il y a différentes communautés qui ont quitté leur village pour venir dans les villes pour créer des communautés urbaines. Et ces communautés urbaines-là se sont identifiées à travers le hip-hop, à travers le rap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi qui habite à Yeumbeul, je me souvenais, bon, en fait, il y en a plus actuellement, mais il fut un moment, il y avait des soirées Alpulaar. Il y a même un quartier qui s'appelle quartier Joola, qui est à côté de quartier Alpulaar. C'est-à-dire que les Joola, ils faisaient leur rythme. C'est comme si que tu étais en Casamance quand tu attendais faire leur fête. Idem pour le quartier Tukulóor, idem pour le quartier Sérère. En fait, nous sommes issus de ces familles-là. Ça veut dire que nous ne pouvons plus nous réclamer de ces Foutanké pour faire du Khoudou ou bien pour faire des trucs de Joola. Non, mais nous sommes urbanisés parce que nous sommes nés à Dakar. Mais c'est quoi actuellement donc le moins, ou bien la musique qui va nous fusionner, la musique qui va nous ressembler, mais c'est le hip-hop. Et je pense que c'est cette importance-là qui fait que le hip-hop est un élément qui fait bouger nos sociétés, qui crée de nouvelles dynamiques, n'est-ce pas, sociétales, et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où, moi, je pense, hein, en fait, ça n'engage que moi, je pense que aujourd'hui, l'imaginaire qui va façonner les récits de Nouveau Sénégal, ça va venir du hip-hop. Et ce récit-là est en marche, bien qu'elle n'est pas encore consolidée, elle n'est pas encore assez structurée et construite, mais je pense que si elle est considérée par rapport à nous tous, à nos différentes activités, ce que nous faisons, si elle est considérée, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dynamiques qui peuvent se transformer pour donner naissance à d'autres, n'est-ce pas, beaucoup plus intelligentes aux dirigeants, n'est-ce pas, aux populations, aux communautés, pour participer activement à la démocratie, pour participer activement également aussi à la gouvernance, n'est-ce pas, de manière générale. Donc, je pense que c'est cette importance-là qui fait qu'aujourd'hui, le hip-hop va renforcer le lien. En fait, quand on parle de renforcement aussi, il faut savoir qu'il y a un déclin qui est là, qu'on remarque. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une société en mutation et dans ces mutations-là, il y a beaucoup de problèmes. Et dans ces mutations-là, également aussi, c'est une démographie également aussi galopante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vivait à Dakar 10 ans en arrière, aujourd'hui, c'est flagrant que ça a changé. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des dynamiques migratoires. Ça veut dire que les gens, avant de voyager, ils vont quitter leur village, ils vont quitter leur ville pour venir où? Ils vont venir à Dakar. Et quand ils viennent à Dakar, ils vont venir à Dakar, ils vont se confronter, comme la plupart c'est des jeunes, à la vie dakaroise. Donc ils vont travailler pour pouvoir, pour d'autres, le nombre d'entre eux, de satisfaire leurs besoins, de bouger, de voyager. Mais tous ces jeunes-là qui pensent à voyager, mais c'est des jeunes. Et ils s'identifient à quoi? Ils s'identifient au hip-hop. Et nous avons eu cette intelligence-là de pouvoir les sensibiliser à travers le hip-hop. C'est-à-dire que cette sensibilisation, elle n'est pas que musicale, mais c'est une sensibilisation en termes de formation, c'est une sensibilisation en termes de focus group brainstorming, c'est une sensibilisation également aussi en termes de renforcer leur propre confiance pour qu'ils puissent prendre leur destin en main, pour dire que le voyage est un droit fondamental qui a été même stipulé dans toutes les conventions, dans tous les droits internationaux, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser ce hip-hop-là pour sensibiliser les jeunes à la migration, mais on peut utiliser cette migration également aussi pour faire assumer aux autorités que la migration doit être assumée pour pouvoir répondre aux problèmes de développement que nous avons. Parce qu'aussi, il faut dire la vérité. Nous sommes dans une société en mutation et pratiquement d'ici 15 ans, la population sénégalaise va doubler. En fait, nous faisons actuellement 18 millions. D'ici 15 ans, ça va doubler. Avec l'arrivée des jeunes, sur le marché du travail, on ne peut pas donner du travail à tout le monde. Donc,
quoi faire, que faire. Donc il faut que nos États puissent aujourd'hui assumer la migration comme un moyen de développer nos pays-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ces jeunes-là. Il faut s'appuyer également sur les métiers transversaux du hip-hop pour pouvoir donner du travail à ces jeunes-là. Et je pense que qu'en formant, qu'en sensibilisant à travers les outils que nous avons à travers les arts et la culture de manière globale, mais la culture de manière beaucoup plus spécifique, là, on participe activement de manière vraiment pratique à donner une réponse positive par rapport à nos problématiques. Je pense que c'est ce que Dalifor Hip Hop, je pense que c'est ce que le groupe Fukonkoum est en train de faire. Et d'autres collègues artistes également aussi se bougent, se mobilisent pour pouvoir répondre positivement, n'est-ce pas, aux problèmes sociétaux que nous avons. Et c'est en ces mots que j'aimerais vraiment être court. Je ne voudrais pas développer beaucoup plus trop, juste pour donner la parole également aussi à d'autres qui veulent prendre la parole, pour dire que je suis vraiment honoré d'être là, que j'avais préparé voilà, une exposition, mais bon, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est bien de parler, mais également aussi c'est très bien aussi d'écouter pour pouvoir s'enrichir. Maintenant, renforcer notre plaidoyer. Merci. Le lien social, je pense que le hip-hop, comme je dis, avant-hier c'était nous, hier c'était les malades, aujourd'hui c'est Fukonkoum. Demain, c'est les futures générations. Comme dit Malal, il faut préparer les jeunes à un meilleur avenir. Effectivement, depuis Bitakada, je me rappelle, c'était aussi le slogan de Ablaye Wade quand il voulait faire tomber Abdou Diouf. Il a utilisé d'autres sons. Le hip-hop a beaucoup participé à l'émancipation du peuple, et aussi au développement, et aussi, comment on dit ça encore, quand il y a un nouveau gouvernement, comment on dit ça encore, dans le gouvernement, j'ai oublié le mot. Hein? Alternance. Je me rappelle même, Ablaye Wade disait l'alternance en 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé encore avec Macky Sall? Même chose. À part que quand il est monté, il nous a divisés pour rien. Comment il nous a divisés? En donnant de l'argent au hip-hop. Et comment il nous a divisés aussi en imposant la politique à l'intérieur. Et maintenant, le hip-hop ne se débrouillait plus. Il attendait qu'on lui donne pour se débrouiller. Ça, j'étais dehors. J'étais regardé comme ça de loin. Là, le hip-hop avait la force quand on pouvait être des sentinelles. Rester du haut et taper sur les dingues, quoi, tu vois. Mais une fois qu'on rentre dans le terrain avec eux, on se mêle à eux, on devient comme eux et on ne peut pas voir. C'est comme un terrain de football. Je suis là, tu es là, tu es là. Le spectateur voit tout. Il dit non, tu aurais pu passer là-bas, l'autre là-bas. Il est libre. Mais toi qui es dans le terrain, tu ne peux pas tout voir. Tu as vu cela à côté. Et là, de ce fait, vous êtes pareil. Cause pour laquelle le rap a été un problème avec la politique. Et depuis 2012, le rap est un peu gâté. Il est riche, certes, pour certains, mais très dégradé. C'est le mot, il faut le dire, c'est la vérité. Donc, comme je disais tout à l'heure, les privilèges, il va des privilèges. Le privilège va avec la réussite sociale d'abord. Et la réussite sociale dépend de la personne elle-même. Pas besoin de diplômer pour réussir. Moi, j'ai travaillé avec des gars comme Africa Fête, Babou Conté, l'MCL. Mais Babou Conté ne savait pas lire. Mais j'étais avec lui quand il faisait les contrats. Il avait moi, il avait PBS, il avait Mbender, toutes les stars. C'est même lui qui a fait le Black Big Mac de film, le grand film africain. Mais il fallait le voir quand il faisait les contrats. Il est très intelligent. Tale Diagne, Djangoul, il n'a pas appris l'école, il fait bon. Ben Bass Diagne, tu n'es pas diplômé, tu veux dire, qu'est-ce que tu sais faire? Il a fait de moi un directeur après, parce que j'ai fait mes preuves d'animateur à directeur des programmes, à directeur de musique. C'est de là que je suis passé, j'ai créé, j'étais au début de la création de Africa 7. J'étais aussi au début de la création de RTS2. J'étais aussi au début de la création de 7TV. Pourquoi on t'appelle? Pourtant, je n'ai pas fait la communication. Mais je parle bien, pourquoi? C'est le rap. Je me suis développé. Je ne développe pas, je me suis développé d'abord. Et c'est un domaine où les rappeurs maintenant ont tendance à oublier de se développer. Aujourd'hui, quand les rappeurs viennent vers moi, me disent Big, ouais, je suis maçon, je vais être rappeur, ceci, cela. Je dis, continue à être maçon. Après, sois rappeur. Non, parce que le rap ne fait pas vivre. Un gars qui dit la vérité, il n'aura jamais d'argent. Mais sur cette vérité, il a une notoriété, et de cette notoriété, il peut avoir autre chose. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, Elle est mortelle, cette punchline. non, c'est vrai, je ne sais même pas ce que je dis. Je parle et j'avance. Je ne sais pas ce que je dis là actuellement. Mais ce que je peux vous dire, le lien social est lié avec la propre personne. Il ne faut pas attendre des autres. Jamais. Jamais. Moi, je n'ai jamais été produit. Je me suis toujours autoproduit. Après, même, bon, tu dis que tu ne peux pas plaire à tout le monde. De dire, ah ouais, c'est un fils de boss, non, je n'avais pas les moyens
Mon père est mort très jeune, j'étais très jeune. J'ai décidé d'arrêter des études pour aider ma mère, comme disait moi là tout à l'heure. Donc il fallait, j'avais que le rap. Je ne savais faire que ça. On a beau me traiter de nul au début, mais aujourd'hui, santé, yàlla, tout ce que j'ai, c'est le rap qui m'a donné. J'ai eu des enfants, je me suis marié, j'ai pris l'avion, tout c'est le rap. J'ai mon business, mes deals, c'est le rap. Et comment je me suis organisé? Je n'ai rien, comme on dit, on n'a rien, mais on s'organise. Mais quand je vois des petits qui viennent dire, ouais, grand, ouais, t'as rien fait pour nous, beaux, je dis, moi, je t'apprendrai jamais du poisson. Je t'apprendrai comment on fait le poisson, comment on prend le poisson, comment on pêche le poisson, mais je ne donnerai pas de poisson. Donc, ça, c'est ma philosophie. Si tu ne me comprends pas, if you don't know, now you know. Si tu ne me comprends pas, c'est ton problème. Suis-moi, regarde-moi, je suis un exemple, j'avance. Et aujourd'hui, ce qui est bien dans la musique hip-hop, on dit Malatal, monsieur Malal. Et c'est un respect. Il a même été chef HEC. On dit, ouais, les rappeurs doivent être dans des postes. Si, après 30 ans, 40 ans, depuis 88, putain, je rappe. Si aujourd'hui je vois un gars qui est directeur, président ou PCA, mais je suis fier de lui. Si aujourd'hui je vois un rappeur passer sur une grosse caisse, je suis fier de lui parce qu'on sait que le rap en Afrique ne paye pas. Mais il s'est débrouillé pour avoir ça. Moi, je suis à ma 7e voiture, 8e voiture, mais de mes deux boulots business, Amco. Mais surtout de la Martinique. Ben oui, aujourd'hui, si quelqu'un m'a dit sur le pot gare, moi je suis une petite Big D, puis une petite communauté hip-hop, mais je gare. Je suis venu avec ça et je pars. Donc, on me dit 1000 francs l'os, 10 000 l'os, il y a une limousine, j'ai 2 chevaux, mais j'arrive et je pars. Donc, il faut une certaine réussite pour que le hip-hop soit respecté. Aujourd'hui, dans mon quartier, les vieux veulent que les enfants rappent parce qu'ils voient en toi une image de réussite. Donc, il y a toujours un lien. Et il faudrait que, je rappelle encore ça, il faudrait que ce message puisse arriver même jusqu'à la présidence, jusqu'au plus grand. Il faut qu'on sécurise ces artistes. Il faut qu'on les sécurise. Il paraît que maintenant, on a la copie privée et tout. Mais regardez, aujourd'hui, les gars de mon époque, on n'est peut-être même pas nombreux ici. Hein. Ouais. Ils ont tous bougé. Pourquoi? Merci pour protéger les gars. Il faut qu'ils vivent et qu'ils fassent vivre. Aujourd'hui, je peux rester chez moi, voir ma mère n'a rien, et je reste là à attendre, je rappe jusqu'à quand? Tu vois? Si les gars me donnent le moyen d'avoir le visa de dégager de partir, j'irai. Et si je pars en France ou ailleurs, je ne peux pas récupérer ce que les Français ont pris à mes grands-parents. C'est de droit. Il faut qu'on le sache aussi. Hein. Remboursement de la dette. Aujourd'hui, on n'a rien sans la France qu'on nous fait croire, mais aussi ils sont rien sans nous. Il faut le faire croire. Aujourd'hui, les zircons qu'on a tout ça, c'est pour eux. Le téléphone portable, la technologie, les voitures sans carburant et tout, électrique, c'est avec nous, avec du lithium et tout ça. On a tout ça, nous, en Afrique. L'Afrique, c'est-à-dire que malgré tant d'années, c'est une réserve intarissable de biens pour le monde. Les Blancs, certes, ils sont intelligents. Pas plus que nous, certes. Mais ils sont organisés. Et le problème africain, c'est sans moi, tu ne parles pas. Soit c'est moi ou personne. Alors qu'on devait dire, écoute, c'est ma génération aujourd'hui. Demain, je pousse Foucault Cook. Foucault Cook, aujourd'hui, il représente Dave Guerrero. Mais quand il prend l'avion, il représente Sénégal. Il faut qu'on soit clair. Quand on prend l'avion, c'est mettre jaune rouge étoilé. On va dire ça sur d'accord, ok, l'inconnu il faut que tout. Madame Dave Guerrero, Canaro, qui est l'ennemi, qui est le Guédiouaï, et tout ça. Mais dès qu'on prend l'avion, et j'ai fait cette expérience, j'ai beaucoup d'autres artistes, mais des fois, une fois dans l'avion, mais on est des frères. Parce qu'on sait qu'on va défendre le Sénégal. Mais il va encore tout là, ok, bon, ciao, et c'est parti encore. Mais c'est le game, comme on dit, c'est le game. Mais c'est pour vous dire que il faudrait sécuriser les artistes. Les artistes s'en vont parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale et financière. Et pour ça, ils sont obligés de partir. Aujourd'hui, sur ma première génération, il n'y a que 9 qui sont là. 9 ou 7. Donc, c'est pour vous dire que c'est grave. Et les artistes, d'autres feront pareil. Ici, celui qui soutient un bon petit business, vous dites, Seigneur. Ils ont l'occasion de voyager. Ils vont ailleurs. Ils aiment le pays. Moi, j'aime mon pays. Moi, je suis resté. Mais tous les gars, ils sont tous aux États-Unis, Londres, en Suisse. Et tous, ils sont partis. Hein. Tout le monde est parti. Moi, je suis là. Pourquoi? J'aime le rap, d'accord. Mais j'aime mon pays. Et je sais que je peux aller loin dans mon pays. De me gommer, c'est mon bon. Parce que mon gomme, c'est bon. Beaucoup c'est d'autres, mon gomme, c'est bon. Il faut croire en soi-même pour pouvoir avoir un amour pour son pays. Donc, c'est très important. Un bon plat de niébé. Parce que je sais que tu en raffoles. Son papa fut mon tuteur. Hein. Quand je suis arrivé à Saint-Louis en 1974, tout nouveau lycéen, c'est son papa qui m'a hébergé.
Il est né devant moi. Hein. C'est pourquoi quand je te vois à la télé ou que je vois tes activités, je suis très content. Émile de Cap, Mbalo, pour ne citer que cela, sont une grande fierté pour nous. Voilà des rescapés de nos différentes activités lucratives que nous avons menées dans cette communauté. À travers, je le rappelle encore, le Child Fund. C'est des jeunes qui n'ont pas eu de diplôme, papier certifiant que Cap de 6 est S lettres, Cap de 6 est S artistique. Je dis toujours que ce n'est pas le diplôme qui fait l'individu, mais c'est ce qu'il a dans la tête et la manière de l'exprimer et la manière de partager. C'est une exception à Dalifort de voir des jeunes de cette génération qui n'a plus de 30 ans mais qui est dans la quarantaine, de continuer à se comporter comme s'ils avaient 20 ans. Tu vois Cap de 6 déambuler entre le terrain de football et sa maison, les enfants s'accrochant à ses bras. Voilà une fierté, un exemple d'individu qui devrait se revigorer de la qualité de leur personne, au-delà de leur matière grise et au-delà de leur vision du monde actuel. C'est mes caricatures. Hein. J'ai fait 38 ans d'exercice de fonction. 38 ans de fonction. J'ai commencé à travailler à l'âge de 22 ans. Je n'ai jamais changé. J'ai toujours habité Dalifort. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de maison carrelée. Parce que je me dis que culturellement, l'individu doit savoir là où il est né, la valeur d'ajout que l'individu doit avoir, c'est l'image de ses parents. Malal, quoi qu'on dise, quoi que tu aies appris, quoi que tu aies épuisé tes forces ailleurs, je sais que la main et la vision de ta maman, le comportement que ton papa avait vis-à-vis de ses relations internes et externes, ne sont pas un hasard dans ta conduite, ne sont pas un hasard dans ta réussite. C'est un monsieur qui a traîné sa 2 chevaux à travers le Sénégal, de Dakar à Tamba, de Tamba à Saint-Louis, de Saint-Louis à Pikine, de Pikine à Guédiawaye. C'est quelqu'un qui a ramassé beaucoup d'expérience, beaucoup de véhicules. Souvent, on dit que les enfants des fonctionnaires n'ont pas de repère social, mais quelquefois, ils ont de l'expérience à emporter. Un fonctionnaire qui séjourne à Ziguinchor, ses enfants font avec lui 3 ans, il ramasse quelque chose de Ziguinchor. Il va à Tamba, il augmente son expérience. Il revient à Thiès, il en augmente. Donc, à la finalité, il a une gamme de culture dans sa besace dont il doit puiser pour faire un vécu. Je ne saurais pas être trop long, parce que je dis encore que je suis dans une école. Je suis en train d'apprendre depuis 3 jours de merveilleuses choses. Il reste maintenant que Dieu n'a jamais dit qu'il ne donnerait pas de la viande à un édenté. À chacun de nous de mâcher le morceau de viande dans ses jours.